petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans une tour abandonnée, non loin d'un rempart de la ville, la bonne ville de Paris. Gilles était au sol, mais a finalement décidé de se relever, malgré ce qui pourrait s'apparenter à un échec critique de sa part. Il se relève et rejoint ses deux compagnons dans les sous-sols dans ce sous-sol, des gardes dalmates ainsi qu'un magicien sont en train de réaliser un rituel sur la reine de France, un rituel utilisant la magie draconique, alors que une servante de cette même reine est emprisonnée dans une cage non loin de ce cercle pentacle dessiné à même le sol. Mais sans compter le courage, la bravoure de Alina de Montagny, Gilles de la Taille et Antonin d'Izarn, n'écoutant que leur courage, passent rapidement par le fil de leur lame les quelques mercenaires et arrêtent de Matreto. Alors qu'il essaie de s'enfuir, il gère aussi le guet qui, alerté par les coups de mousquet tirés pendant la nuit, était venu jusqu'à la tour. Et c'est dans un compte à rebours marqué par le piétinement d'un cheval sur les rues et les pavés de Paris que Alina de Montagny ramène la reine au Louvre in extremis. Elle passe par une petite porte dérobée pour être dans sa chambre, peut-être quelques instants avant le lever de la reine. Matreto va expliquer ce qui s'est passé, et tout cela est un malentendu car son plan était tout simplement de faire peur à l'ambassadeur, le duc de Lyon, qui est actuellement en négociation en Italie, en enlevant sa femme. Mais au lieu d'avoir enlevé sa femme, il a enlevé la reine de France, chose qu'il ne savait pas. Et son rituel ne servait finalement qu'à faire oublier à la reine cette sombre soirée pour qu'elle puisse retourner au Louvre en ayant oublié l'identité de Matreto. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit et ce qu'il dit aux lames avant d'être remis aux gardes du cardinal qui vont l'interroger de manière certainement plus forte et poussée et plus violente que les lames. Mais quelques semaines après, une nouvelle mission est confiée à l'équipe. Un trafic de jusquiame doré, cette boisson issue d'une plante qui pousse en abondance dans certaines zones du Nouveau Monde. Un trafic, puisque le commerce de cette jusquiame dorée est totalement interdit, c'est une drogue. Un trafic qui a lieu dans les rues de Paris. Et en suivant différentes pistes, différentes rumeurs que Gilles, Antonin ou Alina ont pu entendre, il se retrouve finalement sur un ponton de la Seine. Il y a quelques personnes, des bateaux amarrés et surtout Théo Bois-de-Pied qui est là et il va commencer une joute verbale opposant cet homme qui est certainement un dealer de jusquiame doré, un grossiste qui sait, aux trois lames. Alors que Alina est remise à sa place, qu'Antonin va utiliser peut-être plus sa force et que Gilles n'est perdu dans ses pensées, ne voyons pas trop ce qui se passe. Plusieurs hommes arrivent en renfort pour au Bois-de-Pied et une explosion de poudre noire vient de retentir à quelques mètres de là. Alors que Théo Bois-de-Pied est au sol immobilisé par Antonin, Alina étant à ses côtés, Gilles à quelques mètres, l'explosion a eu lieu et un nouveau round va se passer. Antonin, c'est toi qui vas pouvoir agir. L'explosion vient de retentir, c'est une grosse explosion. C'est pas juste un tir de mousquet, on parle d'une explosion peut-être d'un baril de poudre noire ou moins. Et donc vous entendez des cris d'hommes, d'enfants, de femmes, peut-être venant d'une maison ou du quartier,
un mouvement de panique qui commence dans les ruelles alentours. C'est très très clair, alors que Gilles, tu es assourdi par ce bruit et que tu tournes un peu pour l'instant autour de toi-même en essayant de comprendre ce qui se passe. Mais Antonin, dis-moi ce que tu fais. Théo est sous toi et semble avoir cessé de se débattre. L'explosion, le souffle de l'explosion, c'était proche ou, enfin, grosso modo, est-ce qu'on est en danger? Est-ce que le ponton va s'effondrer ou est-ce Non. que c'était un peu plus éloigné là? Parce que j'ai pas. Alors, vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas vu Ouais. ni ressenti. D'accord. Donc, c'est pas suffisamment proche, mais c'est certainement pas très loin parce que tu as les oreilles quand même qui Ouais. vombrissent encore de l'écho de cette explosion. Et c'est peut-être pour ça que Théo Bois-de-Pied est sous toi et en fait, pas inerte, mais a cessé de combattre, enfin, ou de te repousser. Je lui fais une clé de bras pour le maintenir immobilisé et puis pour me relever avec lui, mais de manière à le bloquer pour qu'il puisse pas essayer de se carapater. Et je cherche un petit peu d'où vient cette explosion. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Théo a l'air aussi étonné que toi. Et il regarde aussi partout, et c'est en regardant tous les deux que vous voyez sortir d'un autre ponton un peu plus loin. C'est d'une ruelle qui donne sur Paris, d'un ponton, une fumée. Une fumée qui doit indiquer... Alors c'est pas très loin, c'est à peut-être 20-30 mètres de vous. Suffisamment loin pour que vous n'ayez pas été touché, puisque vous êtes protégé par les bâtiments alentours, mais suffisamment proche pour entendre. Et tu peux... Il n'y a pas besoin de jet pour ça. Tu vois les yeux de Théo s'ouvrir à la fois de surprise, mais aussi de désespoir. Qu'est-ce qui a explosé? Quelque chose à toi? Alors que tu l'as relevé et tu parles, on va laisser Gilles de la taille agir. Il te répondra. Les hommes qui venaient vers nous, ils font Alors, quoi? tu regardes les hommes qui étaient en train de venir vers vous. Les deux qui étaient vers la ruelle, parce qu'ils venaient de chaque côté, sont présentement dans l'eau. Ils ont été poussés par le souffle de l'explosion. Et les deux autres se sont arrêtés net. Vous vous rappelez qui était armé d'un bâton, d'un couteau. Arrêtés net, voyant ce qui est en train de se passer, mais oubliant que Théo Bois-de-Pied, qui est certainement leur employeur ou leur camarade, et arrêté d'ailleurs, il vient d'être relevé, ils se sont arrêtés, donc deux sont dans l'eau, et deux sont arrêtés à une quinzaine de mètres de vous, 10-15 mètres de vous de l'autre côté. Surpris Ils sont plus aussi. menaçants, ils sont sur autre chose. Alors là, ils sont complètement... Enfin, menaçants, ils pourraient être menaçants, mais ils sont surpris et éberlués de ce qui est en train de se passer, en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ok. Je vais quand même sortir ma lame. Au cas où. Et je vais dire à Antonin, ce serait peut-être bien qu'on aille voir, mais qu'on l'emmène avec nous. Qu'on reste pas ici. Ouais. C'est bien. On va terminer le combat. Alina, est-ce que tu veux faire quelque chose avant que Théo réponde? Je pense que j'avais un peu secoué. Enfin, j'ai un état... Oui, mais ça va très rapidement passer. Donc, non, mais en gros, je suis d'accord. À la limite, s'il résiste, on l'embarque et on va voir ce qui se passe là. Théo va te répondre, Antonin et aussi Gilles et Alina qui vont autour. Il semble menaçant, il ne t'éva pas et vous regarde, te regarde, Antonin. C'est ma planque. C'est ma planque. C'est la planque qu'ils ont fait exploser? Putain, qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Il crie aux deux hommes qui sont encore vaillants. Allez, vite, à la cave. Et puis, vous êtes autour de lui, donc il va pas se mettre à courir vers cet endroit.
Mais si vous marchez avec lui, il va marcher avec vous. Et essayer de marcher d'un bon pas. Oh, on va tous dans la même direction, là. De toute façon. Ouais. On va le Ah, suivre. S'il va à ok, la cave, bah, moi je vais le suivre. En fait, il marche et il marche très vite jusqu'au point quasiment, tu vois, il court, mais pas pour fuir, hein. Il court pour aller le plus vite possible jusqu'à cet endroit. Il tourne là par cette ruelle. Et quand vous arrivez, il y a une fumée. Alors ça brûle peut-être, ça sent la poudre. Comme quand vous tirez avec vos pistolets à poudre noire ou vos mousquets. Mais alors ça vient vous prendre le nez. Ça se mélange aux odeurs nauséabondes de la cité en cette période de l'année et les odeurs de la Seine. Et vous y voyez quasiment rien, il y a une fumée. Vous entendez néanmoins un bruit de sabot, un bruit de fer plutôt que de sabot, de fer à cheval, qui commence à marcher, ou plutôt trotter. Ouais, pied continu. Vous êtes rejoint par les deux brigands qui en fait ne font pas attention à vous et hésitent à rentrer quand même dans ce brouillard parce que vous voyez qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer? Théo les regarde. Ils se demandent s'ils rentrent. Vraiment, ils se demandent s'ils rentrent. J'essaye de chasser devant nous avec le chapeau. Tu chasses, mais en fait, ça a pris toute la ruelle, tu vois. Donc, ouais, si ça nous fait gagner 50 cm, ouais, tu vois un peu plus. Il faudra attendre pour que la fumée se dissipe. Elle va se dissiper. Et vous voyez clairement On est au milieu de la rue là ou... Alors, vous êtes sur une ruelle qui arrive au ponton. Vous étiez sur le ponton, donc imaginez, vous avez marché sur le ponton, vous rentrez dans cette ruelle. Donc, en fait, c'est pas une rue derrière vous, en fait, il y a l'eau et le ponton. Mais de l'autre côté de ce nuage, moi, je propose aux autres de pas forcément se mettre à un endroit de passage. Parce que tu nous parles de quelque chose qui est en mouvement, donc il faudrait pas qu'on se le prenne en pleine poire. Donc, dans l'idée, c'est de se coller à un mur ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. C'est quoi qui est en mouvement? À mon avis, le petit trot qu'on a entendu, il part dans l'autre sens. Ah. Pour l'instant, on n'a pas eu de direction ou quoi. Donc, c'est vraiment pas. Ça résonne dans une ruelle. J'ai pas envie de faire un Théo s'est arrêté, il hésite à rentrer. Il vous regarde. Tu mets un coup de pied aux fesses. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, Théo? Tu lui mets un coup de pied aux fesses et il avance. Il avance. Je masque mon visage alors. Masque ton visage et tous les deux vous pénétrez dans une épaisse fumée. Ils disparaissent tous les deux à votre vue, hein, Alina et Gilles. En quelques instants, hein, malgré le fait que tu aies pu balayer un peu avec toi, avec le chapeau, ils disparaissent dans cette fumée profonde qui, vous l'imaginez, il y a aussi d'autres choses qui brûlent, hein, il n'y a pas que l'explosion. Est-ce qu'on connaît l'odeur éventuelle du jusquiam ou pas? S'il y avait du jusquiam qui brûle. Jusquiam brûlé. Ou aussi la formule, de quoi c'est composé? Est-ce que c'est un produit inflammable? Alors, la liqueur de jusquiam. Alors, vous connaissez la jusquiam et la composition alchimique de la jusquiam grâce à vos connaissances nombreuses. Alors, là, au moins un succès. J'ai un succès et Antonin. Positif ok. Ouais, j'ai peut-être goûté. Avec une prouesse. Et vous connaissez tous, ça c'est sûr. Vous avez goûté si vous voulez. J'ai aucun problème avec ça, puisque après tout, même si c'est illégal, vous êtes des lames et vous êtes expérimentés. Ça peut se consommer en liquide, il y a peut-être d'autres modes de consommation. Antonin, tu en as souvent consommé dans les fêtes un peu nobles à Paris depuis que tu es là. Tu sais que c'est addictif, ça donne un sentiment de puissance et surtout ça donne de l'énergie. Vous savez tous les trois que, si vous êtes des lames, que ça sert aussi pour la magie.
draconique et que ça donne sa puissance et ça redonne sa puissance à des créatures draconiques. Donc c'est extrêmement inflammable et extrêmement explosif dans certaines conditions. Vous n'êtes pas des experts en Luscam. On ne peut pas en faire, bien entendu, un objet explosif, un engin explosif, mais en tout cas, ça peut brûler très 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 fort, voire exploser dans certaines circonstances. C'est peut-être pour cela que Théo a hésité à rentrer, voilà. Mais maintenant, Théo bois de pied, suivi par Alina, qui vient là lui taper, je crois, l'intimer l'heure de rentrer, ou surtout Antonin, rentrer dans la fumée. Et l'odeur de la fumée, est-ce que ça se sentirait, la Luscam qui brûle? Non, ça sent pas. Et vraiment, vous sentez le mousquet. Le mousquet, la poudre qui a explosé. Alors que tu me dis, Gilles, si tu rentres, et les deux Alina... clampins, là, ils sont pas entrés, eux? Non, ils rentrent pas. Moi, je vais sortir mon mouchoir de soie, le mettre sur le visage, et je vais entrer dans la fumée en marche arrière, et je les regarde, et je dis disparition. Pour faire un Alors effet qu'ils style. te regardent un peu surpris de ce que tu fais, tu vois qu'ils font demi-tour et qu'ils se cassent en fait. Et il y en a un qui dit « Oui, on disparaît ». Vous retrouvez donc tous les quatre, avec Théo bois de pied, dans la fumée qui se dissipe au fur et à mesure que le vent de la ville le pousse vers la Seine. Et c'est toi, Antonin, qui en premier, tu vas arriver à un mur et exploser. En fait, un mur, peut-être, c'est difficile maintenant de savoir ce que c'était. C'était peut-être la porte d'une cave, mais de la porte d'une cave ne reste finalement qu'un trou béant dans un sous-sol qui devait contenir précédemment un escalier, mais qui est effondré. Tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît, Antonin, car tu es le premier arrivé sur les lieux. Mon enfant, il est explosif celui-ci. Il est explosif aussi, et ça va nous faire donc une prouesse, si je m'abuse. Très bien. Alors que tu regardes ce trou béant, tu entends au loin, qui s'est maintenant bien éloigné, tu entends ce trottinement, ce trou qui est devenu plus qu'un trou, un galop. Tu l'entends d'autant plus que la foule ou des gens crient, peut-être poussés par ce cheval lancé à vive allure, à folle allure dans les ruelles parisiennes, qui en ces temps-là sont assez serrées quand même, il faut bien le dire. Et alors que le vent a poussé un instant une fumée, tu vas voir un cavalier. Ce cavalier est sur un équidé, donc sur une monture, et cette monture porte 2 tonnelets accrochés à l'arrière de cette monture. Lui, le cavalier, est dessus, et comme tu as fait une prouesse, je vais te donner... Tu vois que sa capuche, il a une capuche, lui, et vole un instant, suffisamment de temps pour que tu puisses voir les caractéristiques osseuses d'un drac noir, chevauchant cet équidé. Il disparaît dans une ruelle. Il a pris de l'avance, puisque vous avez hésité quelques instants avant de rentrer dans la fumée. Il disparaît dans une ruelle. Tu te rends compte quand même que cet équidé est un peu spécial. Il est pas comme un cheval. Tu pourrais pas dire exactement, mais il t'a semblé avoir de drôles de genoux, une drôle d'orientation de genoux. Alors, cet équidé te paraît étrange. Par contre, ce dont tu es sûr, et ce qui peut t'étonner, c'est que c'est un drac noir. Il le chevauche. Il disparaît avec 2 tonnelets sur le dos du cheval.
Tu es rejoint par Elina quelques instants après, alors que Théo Boispied se désespère de voir le trou dans ce bâtiment. Et quelques instants après, tu vois arriver le dos de Gilles de la Taille. À moins qu'il se soit retourné entre-temps. Quand j'arrive. Je me tourne vers Théo. Tu avais 2 tonnes de lait? C'est bien ça? Ben, On sait, Je- aide-nous et t'auras pas d'histoire. Enfin, pas avec nous, en tout cas. vous le jurez sur la Sainte Bible? Je te jure sur la Bible, aussi sainte soit-elle. Vous êtes aussi roublard que certains bandits que je connais, mais soit vous avez juré. La fumée se dissipant, vous voyez que de plus en plus l'intérieur de la cave, il va vous répondre, mais vous allez voir que au pied de ce qui devrait être la fin d'un escalier, il y a un corps humain qui gît, décédé, c'est sûr. Et il y a des caisses et un tonnelet ou deux éventrés, alors qu'il y a un autre tonnelet qui peut sembler indemne, en tout cas non habile. Mais donc c'est en contrebas, parce qu'il n'y a plus d'escalier. Théo, voyant ce dernier tonnelet, a presque un soupir de soulagement. Disons que... On est perdu. Non, c'est ça, et puis... Moi c'est tout récent, je me suis reconverti dans ce trafic d'eau de vie. On peut appeler C'est ça un comme ça. voyage... c'est de l'eau de vie, suite à un voyage dans la cité de La Rochelle. Vous connaissez la cité de La Rochelle, la cité séparatiste de La Rochelle. Et c'est là où j'ai pris des contacts avec des marins de la Nouvelle-France. Avant, je vendais plutôt des objets de contrebande venant de Caraïbes. Mais c'est plus rentable, l'eau de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est très interdit, mais plus rentable. Très interdit. L'eau de vie, ça dépend quelle eau de vie. Ah bah, Et- celle-ci, en tout cas, est très interdite. Mais il faut que je me dépêche parce que la garde va pas tarder à arriver. Il regarde son dernier tonnelet avec un regard concupiscent. Et qui On t'apporte va le donc- garder, le dernier, là. Oui, et qui t'apporte ça alors? Tu le fais venir directement de La Rochelle? Qui sont tes Alors- contacts? C'est pas alors, toi on qui nous entend- intéresse. c'est la En filière. entendant Alina dire on va le garder, Théo te répond pas. Antonin t'écoute même plus à ta question et regarde Alina. Désolé. Non, vous avez promis que il faut que j'aille le chercher avant que la garde arrive. On a promis Qu'est-ce qu'on a promis exactement? Qu'on ne ferait pas de mal. On ne fait pas de mal. Mais si, mais attendez, ça serait me pour fendre le cœur et l'âme que de me prendre ce tonnet. Non, donc pour fendre vraiment le cœur, ça, on serait faire. Mais ça vous ferait mal. Bon, il y Au a moins, vous assez de entendez- Justiniam qui tourne dans les rues de Paris pour qu'on te laisse ce tonnelet si tu nous permets de remonter la filière. Je suis pas pour alimenter le trafic, hein. Ça, Plus ça de Non, moi, mais il faut ça savoir. changerait. Il faut savoir. Il saute vers toi, Gilles, un peu comme s'il attendait que tu arbitres un peu cette situation. Moi, je voudrais savoir si ça existe sous forme de suppositoire. C'est pour un ami. Hein? Quoi? Un truc de médecin? Non, pas du tout. Je sais pas ce que vous D'accord, voulez faire. on a oublié ça. Vous faites ce que vous faites ce que vous voulez de Non, mais votre corps. Ce qu'on peut vous proposer, c'est qu'on prend le tonnelet là, on s'écarte parce que la garde va arriver, donc ils vont confisquer de toute façon si on le laisse là. C'est ça que ma collègue voulait dire, donc on s'écarte. C'est et pour puis ça après, qu'il faut qu'on se discute dépêche, ce qu'on parce fait de que. Et d'ailleurs, pas loin, vous entendez certainement les bottes. j'y vais, moi, je vais récupérer le tonnelet tout de suite. Oh, ok. Donc tu dois. Je montre le cadavre qui est en bas pendant que Gilles descend. En lui disant, c'est qui ça? L'enjambe. je le fouille. Ce serait Alors, pas Norbert de la Maison là qui est en bas? Non, père. Et il est un peu méconnaissable. La même Et personne il qui est en dessous. explosé, en fait. Il est complètement explosé. Et par contre, il faut que tu sautes, Gilles, du niveau de la rue jusque dans la cale. Et comme il n'y a plus d'escalier, il faut que tu arrives à sauter, en fait.
Ah. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que tu vas devoir utiliser ton athlétisme. C'est ma spécialité. Mais je t'en prie. Attends, Comme tu as sauté. C'est bon, j'ai des jetons. Oui. Moi, j'ai réussi à faire des prouesses avec un des Tu es quatre. une lame. Non. Ok. Et bah tu sautes jusqu'à la salle et tu vois le corps défoncé d'un homme qui semble pas armé, donc pas un malandrin. Et quand tu t'approches, tu vois donc il y avait 2 tonnes, devait y avoir 5 tonnelés peut-être. 2 ont été enlevés, 2 ont été éventrés, et tu vois que la Jusquiam a brûlé. Et c'est ça ce qui a certainement alimenté l'explosion. Qui sait si on a tiré dessus? Peut-être. Il faudrait que tu prennes du temps pour examiner. Et il y a un tonnelé. Alors les tonnelés sont pas énormes, hein, mais pèsent une bonne quinzaine de kilos quand même. Ça se porte après tout. Et il y a un deuxième homme qui est caché derrière les 2 tonnelés éventrés. Lui qui est armé. Et il a quand tu t'approches, tu vas voir qu'on lui a fendu le crâne avec clairement une épée assez lourde. Pas une rapière, hein, assez lourde. Et il était caché derrière, ou il a dû se cacher, ou tu sais pas trop ce qui est passé. En tout cas, si ton objectif c'est de reprendre le tonnelet, tu as pris le tonnelet, il est sur ton épaule. Oui, je vais pas m'éterniser. S'il y a rien d'autre à voir, je vais pas perdre de temps. Je remonte. On va commencer à quitter les lieux avec Théo et le tonnelet, et puis à revenir peut-être en arrière sur le ponton pour aller se mettre à un endroit où le gars va pas venir tout de suite, qu'on puisse continuer à discuter avec cet homme-là. Ouais, tu peux. Tu peux. De Théo ou plutôt Non. C'est pas un drac? Non, c'est pas un drac, c'est un homme. Hein. Après, qui est-il exactement? Tu sais pas. Mais c'est plus un boutiquier que, en tout cas dans ce qui reste de ses vêtements, Un tanneur, peut-être. Ça pourrait être un tanneur. Ça pourrait être un tanneur. Ou un marchand ou un tanneur, mais pas un malandrin. Vous voyez pas d'armes. Les autres avaient des couteaux assez longs, des bâtons sur eux. Et ce qui est le cas du cadavre qui est derrière les tonnelets, hein, qui est caché derrière les tonnelets, qui s'est fait défoncer la tête à coups d'épée. Par contre, lui semble un kidam, peut-être quelqu'un qui marchait dans la ruelle, mais non, son corps n'aurait pas été là. J'ai à cet endroit. On s'éternise pas. Moi, je regarde si on nous voit faire ça. Il y a peut-être des passants, tu vois, qui nous observent, tout ça. Bon, on est un peu en train d'extraire des trucs. C'est extrêmement bondé, extrêmement populeux. Oui, des gens vont vous voir. Ça, c'est sûr. De près, de loin, plutôt loin. Oh, ok, vous vous écartez, revenons sur le ponton avec lui. Il va très rapidement, Théo, essayer de récupérer son tonnelet pour l'avoir sur sa propre épaule. Non, pour l'instant, il touche pas. Ok. De toute façon, il est toujours maîtrisé plus ou moins par Antonin, oui, il me semble. Puis il est pas... Ouais, vous êtes 3, il est seul. Il a une jambe de bois. Et ouais. Alors, d'où vient cette marchandise exactement? Parce que La Rochelle, c'est grand. Comme je vous l'ai dit, c'est des marins de la Nouvelle-France qui me le livrent au port de La Rochelle. J'y vais 1 fois par mois. Il va 1 fois par mois. Et un contact à me donner si moi aussi je veux me lancer dans le commerce? Non, pas particulièrement. Je ne connais pas de nom. On a juste traité et ceux qui fuient, c'est qui sont de visu. C'est quand et où votre prochain rendez-vous? Je reviens à peine, hein, donc dans plus de 3 semaines. Attendez, les amis, je crois que l'approvisionnement, c'est pas ce qui est le plus important. Hein. Le plus important, c'est qu'il y a 2 tonnelets qui viennent de partir apparemment sur le dos d'un cheval et que certainement quelqu'un en a besoin pour faire des choses pas très nettes. Et ça, c'est peut-être plus l'urgence.
Ben, Vous avez pas encore dit ça. Non, je ne l'ai pas encore dit. Mais, Ouais, j'avais un peu anticipé, pardon. et oui, après, nous a demandé de faire en sorte que la situation ne perdure pas. Et ça pose quand même tout un tas de problèmes. qui vous a demandé de faire... je comprends pas ce que vous me dites. Le trafic d'eau de vie, c'est très dangereux. Hein. Et j'ai vendu à quelques Ouvre gens le Stanley mais... qu'on vérifie ce que c'est qu'un mode de vie. Allez, on Tiens. met une tonnerre au perse. Non, Voilà, tu tu veux percer. sembles essayer de nous faire croire que ce n'est que de l'eau de vie. On va Ouais, vérifier. il y a un robinet, hein, c'est un petit tonnelet, hein, donc il n'y a même pas besoin de le mettre en perce. Vous faites tourner une goutte, une liqueur dorée. Tout de suite, Antonin, tu en sens le désir de en boire un petit verre, un shot. Elle a l'air bien, cette juste. Vous touchez un peu et vous sentez qu'elle est extrêmement, extrêmement concentrée. C'est-à-dire que ce que vous avez bu habituellement, c'est certainement bien dilué par rapport à ça. C'est la liqueur dont le degré de Jusquiame doré frôle peut-être les 60-70%. Au point où serait-ce que ça vous dégoûte quand vous goûtez. Ça a été distillé à un point énorme, peut-être même dangereux. En tout cas, j'ai vu Alina qui en goûtait. Et tu as une sueur froide et aussi un tremblement tout le long de ta colonne vertébrale de désir puissant de te sustenter de cette liqueur. Et tu vas me faire un test de trempe pour résister à cet appel profond en toi qui fait partie de ton ADN, peut-être même. On va la perdre. Eh ben, je te laisse Ça peut être pire. dire ce que tu veux faire. J'ai mes yeux qui s'ouvrent un peu plus et je... Qui c'est qui tient le tonneau là? C'est moi. C'est Gilles. Je te pousse comme ça pour le prendre et j'en prends un peu plus là tout de suite. Tout de suite, il m'en faut tout de suite. Vous voyez donc Alina qui prend le tonneau, le monte au-dessus de sa bouche et fait couler, ouvre le robinet pour faire couler. Je vais intervenir, j'essaie de refermer le robinet. Tu viens arracher le tonnelet des mains. J'essaye de l'envoyer contre le mur. Non, on va pas me l'enlever. Ah si. Ok. Alors, nous allons faire quoi? Des athlétisme et celui qui fait le plus au résultat. Voilà. Ouais, ça se joue à pas quelle grand-chose. Ça se joue à... C'est pas mais suffisamment, pas suffisamment vite, Antonin, pour que tu l'empêches de boire quelques lampées, hein, quand même. Oui. Voilà. Et mais suffisamment pour que tu fermes le robinet. Et toi, Alina, tu es partie. Je crois que tu en as eu assez. Ouais. Et je vais rester avec Alina quelques instants. On va aller tous les deux en arrière-salle. Et donc, alors que tu sens la Jusquiame dorée extrêmement concentrée dans ta bouche, sur ton palais, rentrer dans ton oesophage, tu sens la puissance draconique qui est dans tes veines depuis longtemps s'exprimer et tu sens que tu ne maîtrises plus la magie qui est en toi. Mais plus du tout. Mais alors plus du tout alors que tu te laisses aller. Donc je veux bien tu fais un test de magie. Plus tu réussiras, plus l'effet sera fort. Et qu'il vaut mieux que tu échoues. Ça dépend comment. Ça dépend. Oh oui, c'est plus rigolo de le réussir, on est d'accord. Ça dépend ce que tu veux. En tout cas, t'as un 6 explosif, un 8. C'est pas une prouesse, mais t'as réussi. Et donc, je te vais te ramener avec les autres et je vais te décrire ce qui va se passer. Alors qu'elle vient de se désaltérer d'un geste
vive de la main, essuie ses lèvres encore recouvertes de jus de sciame doré et te regarde Antonin. Ses yeux sont noirs, les pupilles ont disparu. Mais noir d'un noir profond, avec juste une petite pointe de rouge. Elle disparaît devant tes yeux. Elle n'existe plus. Elle n'est plus là. Du tout. Elle est là. Elle est plus là. Moi, je dis, ah la vache, c'est fort. Voilà, oui, enfin, celle qui voit, c'est moi qui la vois plus, c'est pas normal. Mais vraiment, elle a disparu devant tes yeux alors qu'elle était là, hein, comme si elle s'était évaporée dans les airs. C'est même plus rapide que l'évaporation. Elle était plus là, un clignement d'œil, ses yeux noirs, et vous allez entendre un dans l'eau. Un quoi dans l'eau? Un plouf? Un plouf. Tu tiens Théo, je vais voir ce qu'il en est. S'il faut aller la ramasser dans l'eau. Tu fais un pas vers le Pose le bout du tonneau ponton et je fais un pas, ouais. et tu vois qu'Alina est allongée dans l'eau, sur le dos. Eh ben, Et j'enlève mes bottes et je plonge. Elle a ses yeux ouverts, noirs. Elle est à moitié là en fait. Elle est quasi invisible dans l'eau, mais tu vois sa forme. Et tu vois surtout qu'autour d'elle, l'eau est en train de noircir, de rougir. Et ça s'étend sur plusieurs mètres. Et puis, à un moment donné, l'eau commence à bouillir. Moi, je recule. Hein, Allez la chercher. Ouais, Antonin recule, pas attention. Ouais. Est-ce qu'il y a une gaffe ou quelque chose pour essayer de la gripper et de la ramener vers le ponton sans Est-ce aller qu'il y a dans l'eau? Oui, tu vas trouver une gaffe. Vous entendez, et Gilles, toi tu vas entendre, tu vois des dragonnets, ces petites créatures parfois domestiques, qui sont des petits dragons, des tout petits dragons, de la taille de chat, qui sont communs, qui sont pas rares à Paris, et tu en vois plusieurs qui viennent se rassembler sur les toits autour, et vous êtes éloigné, vous m'avez dit que vous étiez éloigné, donc assez loin de la ruelle, et tu vois une wyvern, donc ces animaux draconiques qui sont utilisés par les messagers royaux ou par même l'armée parfois, les éclaireurs. Tu en vois plusieurs, Gilles, qui sont en train qui volaient dans le ciel de Paris et qui sont en train de tourner en fait pour râler. Il y en a 3 qui changent de direction pour venir vers vous. Mais Au loin, tu vois que c'est aux grandes dames de leur conducteurs qui essaient de les ramener dans leur direction, mais les wyverns n'écoutent pas et leurs cavaliers, j'appelle ça cavaliers mais c'est pas des chevaux, luttent pour empêcher que les wyverns viennent dans votre direction. Antonin, tu vois qu'Alina revient dans son état. Alina, tu reprends possession de tes moyens, tu es dans l'eau, sur le dos, en planche. Et tu sens l'eau bouillante autour de toi. Bouillante. J'essaye de me reprendre et d'aller vers la rive, quoi. Enfin, je lui jette une corde. là. Tu lui jettes une corde qui t'arrive à remonter. Tu arrives à remonter, tu es extrêmement fatigué. C'est très très fatigué. Et donc, tu as 2 niveaux de fatigue. Je dis au tu es clan, exténué. Je dis au clampin, vous voyez ce que vous vendez? Vous vous rendez compte? Alors, Théo vous regarde, ne sachant pas trop ce qui vient de se passer. En réalité, voyant et faisant des signes de croix, malgré tout, les draconnets commencent à hurler un peu autour de vous. Les wyverns sont remaîtrisés par leurs cavaliers. Gilles, tu les vois reprendre leur direction initiale. Ouais, ça me rassure. Et il y avait certainement 2 messagers. Oui, c'est des messagers essentiellement sur les wyverns. Mais ce qui embête, c'est le bruit fait par les dragonnets. Parce qu'il y en a maintenant une bonne 30aine qui se sont mis, ce qui est énorme, vous en avez concentré énormément. Ils ont l'air de cibler Alina ou plus l'endroit où elle est dans l'eau.
ils hurlent comme un draconnet peut hurler, comme un chat miaule un peu à la mort. Ah ouais, ils crient leur langue bifide sortant de leur museau, comme pour signaler une peur, ou en tout cas, non, c'est pas une peur parce qu'ils seraient pas là, une excitation, un énervement. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, t'as vu, t'aurais pas dû boire autant et t'as eu les yeux tout noirs, t'as disparu, t'es réapparu dans l'eau. L'eau est devenue noire autour de toi, elle a commencé à bouillir et les dragonnets sont venus. Ok. Toi, tu dis ok quand Casse? tu as dit ça. Ah bon. Bah, Non, oui, je prends. On se casse? oui, mais on n'a pas fini avec Théo. Tu viens avec nous, Théo bon, dis-nous comment trouver cette cam à Alors, La Rochelle et on la laisse. Théo, tu vois que ses jambes tremblent. Je vous laisse le tonneler laissez-moi partir. Il regarde Alina comme si elle était le diable en personne. Il n'a pas tort. Je suis fatiguée là. On y va? Oui, on y va, ouais. Et lui, Théo, carapate, disparaît en courant dans une ruelle, abandonnant son tonnelet de Jusquiame doré à qui le veut, tant qu'il a encore envie. Vous laissez partir un témoin de cette scène, en tout cas. On va emmener le tonnelet. Tu prends le tonnelet et vous voilà reparti dans les rues de Paris. Alors, c'est l'effervescence dans le quartier. Tout le monde parle de cette explosion. D'aucuns disent que c'est une réserve de poudre noire de terroristes qui en veulent à l'État et au roi. D'autres parlent d'un entrepôt militaire qui a été caché à la population. Enfin, qu'il faut arrêter que les marchands travaillent n'importe quoi dans tous ces bateaux qui vont et viennent sur la Seine. En tout cas, on en parle. Et la rumeur enfle de cette explosion. C'est assez rare quand même pour être noté dans les actualités de la cité. Et moi, je vais essayer d'apporter une version un petit peu plus réelle à mes deux collègues. Quand on est arrivé dans la cave, le vent a dispersé un petit peu la fumée. J'ai eu le temps d'apercevoir un cavalier partir au galop sur un cheval avec 2 tonnelets à l'arrière. Je pense que c'est lui qui a dû provoquer l'explosion et tuer un des gardes, enfin un des malfrats. Sa capuche a volé un instant et je suis sûr d'avoir reconnu, tu sais, les caractéristiques osseuses assez particulières des drakes noirs. Et d'ailleurs, son cheval était bizarre. Il galopait pas normalement, mais j'ai pas eu le temps de mieux voir. L'homme qui était mort au sol, c'est pas Celui qui était mort au sol, celui qui avait des vêtements de marchand, à mon avis, c'est celui qu'on cherchait initialement. Ça doit être Norbert d'Amézin, l'acheteur de Nusquiam qui nous a conduits jusqu'ici. Je suis plus inquiet par le drake noir qui a volé 2 tonnelets de Jusquiam, vu la puissance du machin et ce que ça donne quand t'en bois. Alors, un peu fatigué. Moi, personnellement, je suis un peu plus inquiet de la part des 2 Montagny. Quand même un des 3 composantes du groupe. Et là, pour le moment, je me sens moyennement à l'aise en votre présence, Alina. Je vais bien, j'aurais juste pas dû boire de la Jusquiame. Bon, Ah oui, ça c'est sûr. Si vous pouviez éviter de vous approcher de ce produit dorénavant. oui, je vais éviter. T'as du sang de dragon? Bon, on rentre. Je suis fatiguée. Bon, d'accord, c'est ta réponse. Je marmonne, elle esquive le sujet. Non, tu crois? Tout en marmonnant, vous allez rentrer donc à l'hôtel de Chevrey. Là, j'imagine quand vous dites vous rentrez. Et donc vous pouvez rentrer à l'hôtel de Chevrey, qui est votre quartier général. Et là, il y a qui? Bah, bien sûr, il y a votre... il vous attend pas particulièrement aussi vite. En tout cas, il est dans son bureau et il est en train de remplir une paperasse qui l'agace
énormément. Énormément, pour ne pas dire terriblement. Et vous Bah, je voyant rentre. passer... Oui. Vas-y, Ah, oui, maintenant, après. je rentre dans son bureau, et je pose le tonnelet dessus. Vous voulez boire une petite goutte pour vous détendre, commandant? Antonin, c'est sérieux quand même ici. Et Ah tu oui, vois un je sourire plaisantais. quand même malicieux sur son visage au moment où il dit ça. Un tonnelet, c'est quoi? C'est de la bière? Non, c'est de la Jusquiame dorée, particulièrement distillée. Très, très forte. La Jusquiame dorée, c'est ce qui... vous avez trouvé, c'est ce qui confirmerait que les dragues des écailles qui ont acheté ces produits sont devenus fous. Ah, il y a un trafic. On a la cache d'un des trafiquants grossistes. Je ne sais pas si c'est le seul a explosé. Par contre, un Drake noir, visiblement, a réussi à s'enfuir avec 2 tonnes comme celui-ci. 2 tonnelet comme ça, alors il va faire la même chose que ce que vous avez fait, c'est-à-dire mettre un peu de Jusquiame prends, hein. dorée sur son doigt et puis goûter. Ah, moi, et je lève la main pour faire comme si je voulais éviter qu'il le fasse, mais au final, bon, c'est mon chef, qu'il va le faire quand même. Il le fait, et tu vois qu'il recrache le produit. Ah oui, C'est judicieux. quand même. Ah. Et puis il va se tourner et dire quelques mots. Mais pas à vous. Ouais, c'est extrêmement fort. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Et quelqu'un d'autre dans la salle? Non. Ah, d'accord. Je regarde Antonin. Il n'y a pas que moi qui fais des trucs. J'attends qu'il y ait une réponse. Tu dis il y a quelqu'un d'autre dans... Ah oui, tu dis à haute voix. Il y a quelqu'un d'autre dans la Non, pièce. non, je regarde, ok, j'ai pas pardon. posé la question. Ok. Donc il dit ça, mais un peu comme s'il se parlait à lui-même en fait, tout en regardant quand même derrière son épaule gauche. Et alors, qu'en pense-t-il? Bon, c'est... Vous avez eu le grossiste, il faut l'interroger et puis le mettre en prison. Et il a réussi à s'enfuir, mais nous avons appris tout de même qu'il s'approvisionnait à La Rochelle, auprès de marins de la Nouvelle-France. Ok. Même... faire. Ce malandrin a été doué d'une agilité sans pareille. Ah, je mens pas vraiment parce qu'il s'est enfui. Hein. Je suis fatiguée. Je vous laisse gérer la suite de tout. Ok. Et je m'en vais. Tu peux aller te poser dans ta chambre, tu veux en avoir bien besoin. Et je vais demander un petit test de performance. Comme Gilles, t'as aidé, hein, je considère qu'il t'a aidé. J'essaie d'argumenter pour lui, ouais. Voilà, tu auras pas le -2, donc je vais te lancer, moi je mettrai un +2 à ton test, voilà. C'était donc, pas vraiment un vrai mensonge, hein, de toute façon. Ouais. C'est bien enfui. 3, tu seras à 3. Il te regarde, il s'est vraiment enfui. Bah, disons que on a négocié les infos sur La Rochelle et le tonneau contre sa liberté momentanée. D'accord. Bon. Et, comme Alina, elle est fatiguée, c'est elle qui l'avait sous surveillance. Et malheureusement, elle a pas assuré, quoi. On peut dire ça. Je vois que nous avons affaire à un groupe soudé. Je sais pas si ça me rassure. Voilà. Mais qu'est-ce qu'a Alina exactement? Elle me sent fatiguée. Elle a goûté un petit peu trop de Jusquiame pour vérifier sa qualité. Et ça a eu un effet inattendu. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, peut-être que vous savez des choses. J'imagine que vous occupez du recrutement, que vous connaissez peut-être mieux que nous avec qui nous travaillons. C'est moi qui pose les questions, hein, Antonin. Ah, pardon. Juste pour préciser, qu'il n'y ait pas dans vous savez, les femmes, les hommes, on n'est pas pareil. Donc, bon, voilà. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors qu'elle a bu la Jusquiame? Quelques gouttes, j'imagine, tout au plus. Et on s'entend bien dans cette équipe. Vous lui demanderez, elle vous racontera. Je peux avoir confiance en toi, Antonin? Je peux avoir confiance en toi, Gilles?
Alors, La dis-moi meilleure ce qui s'est version, ce passé. sera la sienne. La meilleure Dis-moi version, ce qui ce s'est sera la passé. sienne. Dites-moi ce Ouais. qui s'est passé. De toute façon, Antonin, à un moment, je pense qu'elle le saura, donc effectivement, on voulait essayer de la protéger, mais ça m'étonnerait que ça reste très longtemps. Bah, raconte. Donc, Je pense qu'elle a aimé. Voilà. Voilà, elle n'a pas eu, elle n'a pas eu, elle n'a pas résisté. Elle en a pris un peu plus que ce que son corps a pu encaisser. elle a pris Donc là, combien? maintenant, elle est fatiguée. Je sais pas, une gorgée, une bonne gorgée. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a bu ça? Est-ce qu'il a l'air inquiet plus qu'il ne le serait si moi j'en buvais, tu vois, par exemple. Est-ce que vous entendez qu'il y a pu avoir un effet particulier parce que c'est elle? Inquiet, non. Curieux, oui. Bon, puisque j'imagine que vous êtes au courant de toute façon, et puis si c'était pas le cas, ce serait gênant. Ses yeux sont devenus noirs, elle a disparu, elle est retombée dans l'eau, l'eau est devenue noire autour d'elle, a commencé à bouillir, ça a attiré les draconnets, les wyvernes ont été déroutés pour revenir dans sa direction, et tout ça s'est calmé. Ça vous va, commandant? Là, tout ça, c'est la vérité. Parce qu'avant, c'était pas la vérité, Gilles. Ouais, j'essayais de... Vous comprenez, c'est de travailler ensemble. Non. Vous pouvez reposez-vous quelques heures et il sait pas trop comment gérer la situation. Vous voyez un peu, c'est bien. Reposez-vous quelques heures. Il va falloir retrouver quand même ce grossiste et puis le mettre aux arrêts à un moment donné. Et puis Le grossiste, oui, certainement mais surtout le cavalier. oui, et retrouver ces deux données en. Je veux un rapport un écrit noir avec d'ailleurs. Un drake noir qui chevauche un cheval bizarre avec peut-être des problèmes d'articulation, ça vous dit quelque chose, ce genre d'animaux? Moi, j'y connais rien. Alors, comme ça, non. Ah non, ça pourrait. Non, ça me dit. Un cheval avec des problèmes d'articulation, non, ça me dit rien. Bon. Mais un drac noir qui a pris des tonnées de Luscium doré, ça Ouais. m'inquiète particulièrement. Mais vous l'avez suivi, j'imagine. On peut pas tout faire, commandant. Il était à cheval, on était à pied. Ouais, pas dans on mon était de tour. l'autre côté de la rue. On n'a pas pu. Nous n'avons pu que l'apercevoir. Oh, ok. Tu vas m'écrire tout cela, Antonin. Je vais m'en charger si vous voulez bien. Qui le veut. Et assez oui, vite. c'est bien. Et je viens vous chercher dans vos quartiers. Vous verrez si vous êtes là dans quelques minutes. Une minute ou une heure. À tout à l'heure. À tout. Et vous allez laisser se rasseoir et vous partez puis écrire. Mais vous allez entendre sa porte s'ouvrir alors que vous partez dans les couloirs pour rejoindre vos appartements. Et il va ailleurs, dans l'hôtel de Chivre. Est-ce que vous retournez dans vos chambres? Vous avez tous des chambres et un cabinet attenant, une antichambre et une chambre. Gilles, je pense qu'il va aller dans sa chambre parce qu'il faut qu'il fasse le rapport. Moi, par contre, j'irai dans la salle commune pour boire un petit coup, tu vois, pour se détendre. Bien. Je veux Voilà. voir Aristote. Alors moi, Salaud. je vais quand même dire à Antonin, il était bizarre quand même, Arnaud, là, non? Moins que Lina. Oui, bon, certes, on n'atteindra jamais quelqu'un d'aussi bizarre qu'Elena, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même parlé à son épaule, ou en tout cas quelque chose que lui semble... Oui. Crois-tu vraiment que les dangers contre lesquels nous combattons ne sont pas également des armes utilisées par le cardinal et ses forces? Non, mais c'est bien sûr. Mais ça m'inquiète pour Arnaud. Je pense que je vais le regarder où est-ce qu'il va. Et du coup, je m'éclipse, j'essaie de suivre Arnaud. Bien sûr, tu peux le suivre. Moi, je vais boire un coup. Et toi, tu vas avoir au cou les 100 Gilles.
et sa force discrétion. Tu peux faire un test de discrétion. Oui, c'est ma spécialité aussi, ça. C'est de lâche, on peut le dire. Et, et c'est pas Voilà, un mal. ninja. Il y a une prouesse quand même, c'est en opposition. Oh, merde. Après tout, non, c'est pas forcément en opposition, ça suffira. À ce que tu le vois prendre un escalier, monter à l'étage et se diriger vers les appartements d'Alina. Il va approcher de la porte et frapper à la porte d'Alina. On frappe. Toi, tu es dans le couloir, Gilles, tu peux voir ce qui se passe. Ouais, bah, je vais attendre qu'il rentre et essayer d'écouter à la porte, comme un espiègle. Parce qu'il y a tellement de questions. Peut-être que la personne va partir. Il frappe à la porte et puis tu entends la voix d'Arnaud dans la cour. Alina, cours. Je me relève. Et je vais ouvrir, mais j'ai toujours les fermes. Tu vas ouvrir, tu as toujours les mains. Gilles, tu vois que Arnaud se passe sa tête derrière son épaule comme pour parler à quelqu'un qui serait derrière lui. Et ce qui arrive toujours avec ce type de créature. On entend distinctement dire ça, et puis il se retourne pour à la porte alors que Alina, tu ouvres la porte. C'est ça. Épée en main. Et tu vois Arnaud regarde ses beaux yeux. Il est calme. Et moi, je suis épuisée et hyper méfiante. Il attend de voir si tu l'invites à rentrer ou pas. André, Et au moment où il rentre, tu l'entends dire, et Gilles, tu l'entends dire aussi, Gilles, ceci est une conversation privée. Je fais demi-tour direct, j'ai compris tout de suite, je me casse. La porte de ça. La porte va Et en se descendant fermer. l'escalier, je me parle à moi-même, mais comment il a fait pour m'entendre? Et en plus, il parle derrière son épaule. Il va se dire quelque chose dans cette pièce, mais nous n'allons pas le jouer là. 1 heure après, Alina, tu vas plus te reposer. C'est une fatigue plutôt temporaire. Vous êtes appelé par un servant dans le bureau d'Arnaud. Est-ce que tu as beaucoup bu, Antonin, ou ça va, tu t'es... Oh non, Et quand même. raisonnablement, en faisant une partie de dés, de cartes, enfin voilà. Rien d'exagéré. Très bien. Alina, tu as pris le temps de te soigner un peu, Gilles de faire le rapport, Antonin de te restaurer de boissons et de charcutaille. Alors que vous rentrez dans le bureau d'Arnaud qui... bon, j'ai bien réfléchi et nous avons discuté avec Alina et c'est une priorité de retrouver ce drac et ces 2 tonneaux. Effectivement, vu la puissance de cette jusquiame dorée, nous ne devons pas la laisser en circulation. Je vous demande instamment de retrouver ce drac et de récupérer les 2 tonneaux. D'ailleurs, le tonneau que vous avez récupéré a été récupéré, va être envoyé au cardinal. Cependant, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Une de plus. Oui, si c'est mauvaise nouvelle, mais j'ai reçu une missive de son éminence. Ce dernier veut que ses lames jouent le rôle de garde-chourme en escortant des personnalités qui désirent chasser le dragon. Une dragonnade est organisée pour demain après-midi.
certainement pour amuser la galerie du Louvre. Il y a une compagnie d'arquebusiers commandée par le Grand Condé qui a été dépêchée pour traquer une bête saurienne qui aurait attaqué plusieurs personnes dans la vallée de la Chevreuse. Aussi, toute la course va se donner rendez-vous dès ce soir et demain matin au château de la Madeleine, dont le point de vue, vous connaissez peut-être ce château ou pas, est assez imprenable sur la vallée de la Chevreuse, en contrebas, et les nobles et les dames de cour assisteront à la chasse alors que les arquebusiers et les chasseurs du coin seront à la poursuite de ce saurien tueur qui aurait attaqué et tué plusieurs. Le cardinal souhaite que vous rejoigniez le château de la Madeleine et que vous assuriez de la sécurité. Les nobles de haut rang y seront présents. Voilà ses ordres. Mais nous avons une nuit jusqu'à cela et il serait bon que vous trouviez le drac avant cette escapade bucolique champêtre que vous allez devoir faire. Parfois, il est vrai que le cardinal nous prend pour des gardes de second rang. Je m'en excuse. Bien sûr, mais ce sera passionnant. Et comme on n'aura pas beaucoup dormi, au moins... Bon. Vous pouvez disposer. Merci. Et vous retrouvez tous les trois. Alina est plus enfant. Bon. Quelqu'un a une idée d'où on peut trouver un cavalier Drake noir à Paris? Notre-Dame des Écailles. Par exemple, mais est-ce qu'on a... comment dire? Est-ce qu'il y a un genre de réseau de garde? Enfin, comment dire? Il n'y a pas un endroit où sont regroupées les informations, où on pourrait aller recueillir les rapports de la milice, par exemple, sur un milicien qui aurait pu voir, ou en tout cas de la population qui aurait pu ramener au milicien la direction d'où il est parti, pour essayer de retracer le dernier moment où il a été vu, par exemple, je sais pas. Bonne idée, c'est-à-dire peut-être à l'hôtel de police, que vous connaissez, vous y êtes déjà allé, vous voyez avoir différents rapports. Alors, c'est des rapports très verbaux, hein. À l'époque, tout n'est pas consigné dans des Surtout que ça registres. se fait écrire. Donc, oui, la grande partie vont juste te dire, est-ce que par contre un cavalier non identifié a été noté? Je pense que c'est quand même improbable, mais c'est possible. Non, C'est mais possible. C'est Ok. possible. Alina a parlé de Notre-Dame des Écailles. Notre-Dame des Écailles, hein, qui est un lieu, une île, non loin de... et qui est le repère, enfin en tout cas une zone où les dracs vivent, d'un espèce de, quand même, on peut le dire, le terme n'existe pas à l'époque, mais de bidonville, plus qu'autre chose. Et malgré le fait qu'en 1633, un dragon a failli brûler tout Paris, la population est encore plus montée contre les dracs. Ils restent là, libres de leur mouvement. En revanche, très peu d'humains y vont, hein, parce que c'est un coupe-gorge pour humains, et c'est un endroit où la milice ne va pas. De toute manière, ils laissent les dracs s'entre-réguler, on va dire, entre eux. Et nous, en tant que lame, si on s'y pointe, Vous êtes humain, ouais, c'est comme la milice, c'est-à-dire que voilà, vous restez humain. Après, vous pouvez vous battre, hein. y a-t-il des connexions drac, des alliés drac, tu vois, j'en sais rien, une personne qui fait un peu le pont entre les humains et les dracs? Non. Un genre de conciliateur? Non, parce que c'est pas organisé, les dracs, ils vivent en groupe, qui dépendent de clans. Pour vous, en plus, c'est pas très très clair. Ils se mettent les uns sur les autres de manière générale, et donc il n'y a aucune autorité unique. Et ce qui est d'ailleurs fait certainement la perte, parce que ce sont des bien meilleurs guerriers que les humains. Le fait que les humains aient pu les vaincre en combat et parce que finalement assujetti ou asservi
pas vraiment asservi, mais pris l'ascendant sur ce peuple drac, et que ça vient juste de leur désorganisation, parce qu'ils sont bien meilleurs combattants. Un drac peut tuer facilement au combat 3-4 soldats. Ok. Classique. Donc, non, il n'y a pas d'autorité reconnue. Après, bien entendu, il y a des chefs de clan, il y a des chefs de groupe, mais vous n'êtes pas expert en la matière. Toi, c'est un univers que tu ne maîtrises pas. Oui, encore je dis trop, que tu ne maîtrises pas, c'est pas ton univers au quotidien. Et alors, moi, non plus. Moi, je propose qu'on suive Alina et ses idées. Oui, par contre, il faut réfléchir à une approche avant d'arriver là-bas et tout cramer. Tu veux dire une autre approche que ça? Bah ouais. Oui, parce que personnellement, je tiens à la vie. Et depuis que nous sommes ensemble, j'ai failli la perdre plusieurs fois. Je dis pas que je suis pas responsable de certains moments, mais je pense qu'il y a peut-être possibilité de faire un peu plus doux. Moi, mon approche vis-à-vis des dracs, c'est peut-être, étant donné que de ce que j'en sais, il existe plusieurs factions dans la faction, leur dire qu'une des factions est en train de jouer contre les autres en montrant quelque chose de négatif. Peut-être que ça vous apportera quelque chose. Si le fait de foncer dans le tas ne me convient pas, une autre approche serait peut-être plutôt que de nous foncer dans Notre-Dame des Écailles, faire sortir de là les dracs du trafic. Pourquoi pas si on arrive à prendre contact comme si on était les relais du trafic qui vient d'exploser et leur proposer une action, du coup on les fait sortir. Ouais, on peut proposer, on peut dire qu'on a à la vente un tonnelet. Exact. Je sais pas si on l'a encore. Le commandant l'a bu. Le commandant l'a bu. Non, le commandant l'a envoyé au cardinal, donc on l'a plus, ça. Le cardinal l'a bu. Non, on l'a plus, on a plus le tonnelet. Certainement pour sa consommation personnelle, mais ça, c'est l'histoire qui le dira. Non, je pense que le problème de Notre-Dame des Écailles, c'est que on peut toujours foncer dedans, mais ça va pas être facile de s'y retrouver une fois dedans. Donc, mais moi personnellement, je suis pas à la taille d'un combat face à un drac, je tiens à vous le dire. Moi, je sais pas. Donc, ouais. Ok. Mais un seul, quoi. Un seul. Ah, sinon, on reprend l'enquête là où on en était, on retourne sur le ponton, on essaye de retrouver l'autre, on fait une enquête de voisinage pour voir si quelqu'un a vu le cavalier partir et par où. Voilà, mais moi, j'ai pas d'autres. Là, j'ai pas d'autres pistes. On tente la façon enquête de voisinage et moi, je vous parie que ça nous mène à Notre-Dame des Écailles. Oui, ça Tu voudrais qu'on gagne du temps? Eh ben, allons à Notre-Dame des Écailles. On y va parce que on veut négocier le rachat de tonnelet. En fait, je cherche depuis tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait leur proposer, leur faire miroiter, qu'ils leur fassent plus envie que 2 tonnées de Jusquien ultra concentré. Et là, je trouve ça. Mais on est des lames, hein. On est peut-être connus pour être des lames. Ça fonctionnera pas. Que ce soit hyper officiel. Non, je pense pas. Si on se présente comme tel, oui. Si on se présente pas comme tel, je ne pense pas. Toi, tu es peut-être célèbre internationalement, Gilles. Oh oui, ma moustache est connue en dehors de Paris, ça, c'est sûr. Reste ta moustache et hop, on peut y aller. Ça me paraît dangereux, mais puisque vous êtes 2 contre 1, allons-y.
Alors, sur le plan de Paris, donc c'est une vue le sud-est est vers le haut et le nord-ouest vers le bas. Hein, donc c'est J'ai mal au crâne. voilà, juste Je retourne mon écran en 2 secondes. Hein. voilà, juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui. Voilà, donc une enquête de voisinage pour commencer, afin de savoir Où est passé ce Drake noir, ce cavalier. exactement, en tout cas le trouver. Donc vous allez retourner et commencer à interroger à droite, à gauche, les gens plus ou moins proches, qui étaient les marchands. Et est-ce que vous allez trouver des informations? C'est une bonne question. Vous êtes après tout habitué à poser des questions de ci, de là. Et donc oui, certains ont vu juste après l'explosion ce cavalier sortir de la fumée et disparaître. Alors, très vite, vous allez essayer de suivre sa trace. Donc, les premiers témoins vont vous parler, ils étaient proches de l'explosion, ils étaient alertes, et donc ils l'ont vu passer. Et puis, vous allez perdre sa trace. Très vite, il vous faudrait des jours peut-être ou des heures. Parce que quand on s'éloigne de l'explosion, les gens n'étaient pas au courant, les gens étaient moins alertes. Si un cavalier passe, il a peut-être même ralenti après avoir parti. Ça ne... Voilà, bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire « j'ai vu un cavalier », d'autres qui vont vous dire « j'ai pas vu ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris... Il est resté sur la Seine, cette rive droite, et il a descendu la Seine. En tout cas, c'est vers le Louvre. C'est pas... Je donne la direction, je ne sais pas qu'il allait au Louvre, hein, mais vers le Louvre, et il est resté plutôt proche de la Seine. Voilà ce que vous allez apprendre. Vous allez perdre sa trace. Donc vers le Louvre, a priori, il était à l'opposé du coup de l'île de... Oui, il allait. Drake. C'est ça. Juste pour vous donner cette information, c'était ça que je voulais donner comme information, c'est qu'il n'est pas allé vers l'île. D'accord. Après, il a peut-être pas parce qu'il est là qu'il n'a pas fait demi-tour après et qu'il est reparti en passant par une. Vous savez aussi que vous pouvez faire le tour des portes. Ça, c'est possible. Il y en a beaucoup. Et là, c'est possible que quelqu'un se rappelle d'un cavalier. Mais pareil, des allées et venues aux portes de la cité de Paris, il y en a quand même pas mal. Mais c'est possible aussi. Donc, surtout que, vous savez aussi qu'aucun, il ne laisserait sortir ou rentrer aucun cavalier encapuchonné. Il faut forcément donner, il faut forcément même en sortir. Hein. Donc, un drac noir cavalier, pas tous les jours. Hein. Non, mais oui, on peut essayer de cibler les portes, se disperser tous les trois et aller questionner au niveau des portes. Surtout qu'un cheval avec des genoux pétés, c'est pas tous les jours non plus. Pas tous les jours non plus. Donc, voilà, avec ces deux éléments, vous êtes sûr qu'à moins qu'ils aient bien entendu payé les gens, etc., pour pouvoir passer, ça c'est quelqu'un qui aura marqué l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il l'empêche de sortir. Hein. Il le laissera sortir, il n'y a pas de raison qu'il le laisse sortir. En tout cas, ça restera dans les mémoires. Et donc, si vous vous dispersez, si vous acceptez le plan de Gilles, vous allez pouvoir faire les portes qui sont au nord-ouest par contre de la cité. Et là, à chaque fois, les gardes des portes confirment qu'aucun drac noir n'a quitté la cité. Je voudrais depuis savoir, leur ouverture ce matin. Au tout début, quand on nous a donné la mission, on nous a dit de vérifier que le trafic n'était pas lié à des manœuvres politiques sous-jacentes, donc il y avait un soupçon par rapport à ça. Et dans ce qu'on connaît en fait de la politique là maintenant, ce serait qui serait susceptible de comploter, de vouloir
faire un attentat à Jusqu'à Doré, en gros. Alors déjà, tu sais pas trop comment on pourrait faire un attentat à la Jusqu'à Doré. Non, mais enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, t'es pas assez experte dans la non. politique de la cour pour savoir. Alors, des complots, t'es sûr qu'il y en a. Quand un mec, celui qui t'a dit il y a des complots, il te ment pas. À l'instant donné, t'es sûr qu'il y en a. Si on vous a dit d'étudier, c'est qu'ils savent pas. Et donc, aucun nom n'a été donné par le cardinal, ni par Arnaud, hein, d'ailleurs, de la cour. Oui. Donc, non. Ouais. Même en réfléchissant, tu connais hein, des noms de ducs, le condé, etc., qui pourraient vouloir prendre, monter un complot. Et encore, c'est que des rumeurs. Tout le monde est fidèle et loyal au roi. Là. Bien sûr. Donc, Il vous y en allez a vous sur lesquels on pouvait avoir un petit soupçon et qui seraient comme par hasard dans la direction qu'il a prise, qui aurait un hôtel particulier. C'est trop large parce que les hôtels des nobles sont proches du Louvre. Donc, les ambassades, les hôtels particuliers. Trop large pour pouvoir... Vous savez pas où il est exactement, c'est ça un peu votre problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas sorti à cheval, ni à pied, dans ce quartier-là de la cité. Voilà. Est-ce qu'on peut déterminer du coup, le dernier point connu Ouais, tu vas voir, tu as un dernier témoignage pas loin, on va dire quelque part par ici, de quelqu'un qui est sûr l'avoir vu, et encore. Mais après, il y a tellement de ruelles que s'il a pu tourner à droite, s'il a pu tourner à gauche, continuer, très compliqué. Bon. Ça paraît difficile. Vraiment étonnant cette histoire de cheval. Non, c'est caché dans la ville. Mais non, c'est pas ça, c'est que je voyais pas en fait les dracs de Notre-Dame des Écailles avec des chevaux en fait. Ouais, non. Un cheval bizarre, hein. Je sais pas si c'était vraiment un cheval. Il ressemblait à un cheval, mais en même temps, j'ai l'impression que ses articulations des genoux là fonctionnaient pas normalement. Enfin, je sais pas. Oui, alors, vous pouvez me faire un test de connaissance. Oui, un test de connaissance. Et on va voir si c'est plein de prouesses. Je connais pas grand-chose, a priori, et j'ai un échec critique. Et moi non plus. Donc, si. Ah, mais ça me dit quelque chose. Ça doit être un chameau. Il faut trouver une trace. À mon avis, il faut aller regarder. C'est quelqu'un qui utilise un dromadaire. J'ai entendu parler de ça, des animaux qui marchent pas pareil, là, avec une bosse. Je suis sûr que si on va au marché, on va trouver des marchands orientaux, peut-être. Mais on est à milieu du désert. Il n'y a pas de ça ici. Mais en plus, tu es le seul à l'avoir vu. Hein, donc, si maintenant tu dis que c'est un dromadaire... je vous dis que ça devait être un dromadaire, à mon avis. Hein. Bon. Après, vous cherchez un cheval depuis plusieurs heures auprès de la population locale, et c'est plutôt un cheval qu'ils ont vu. Mais en fait, ça ne fait que confirmer, Antonin, que tu ne savais pas ce que c'était. Ah oui. Moi, j'ai rendu le rapport. Alors que tu l'as vu, et Gilles, si toi tu avais vu ce cheval, tu aurais tout de suite vu. Mais tu as affaire à ce qu'on appelle, tu as réfléchi longuement, tu as entendu parler de choses qui sont extrêmement rares, ça s'appelle des équidons. Un équidon, c'est un hybride entre le cheval, c'est une chimère en fait, hein, donc une hybride entre le cheval et le reptile draconique, qui est obtenu en nourrissant un poulain au lait de Jusquiam pendant sa première année. Donc c'est un composé alchimique, hein, le lait de Jusquiam, à base de Jusquiam, qui a été mis au point par un éleveur d'Andalousie. Et donc qui permet de révéler les caractéristiques draconiques d'un étalon. Donc ces chimères sont stériles, ne peuvent pas avoir de descendance, et ces équidons sont finalement assez rares. Ils ont l'intérêt d'être très robustes, d'avoir une protection écailleuse, et ce qui les fait
et de pouvoir changer rapidement de direction grâce à leurs genoux qui ont, c'est peut-être pour ça que tu t'en rappelais, un peu multidirectionnel. Très cher, Direction assistée. c'est un peu ça. Et il y a un seul haras à ta connaissance qui est près de Castille-la-Manche, donc pas juste à côté. Ouais. Voilà. Et pour la petite histoire, Cervantes raconte dans sa célèbre œuvre que Rocinante, le cheval de Don Quixote, était un équido. Pour la référence. Mais revenons où nous sommes. Bah, je Et, délivre mes réflexions aux autres. Hein. Ah, c'est pas du tout un dromadaire alors. Non, je pense qu'on en est loin. Mais après, la fumée était bien présente. Et si c'est quelque chose de rare et de cher, c'est qui est certainement pour un noble ou Ouais, peut-être. Je connais pas les moyens financiers des Dracs. Certainement, peut-être que certains ont des finances conséquentes, je sais pas. Est-ce qu'il y a des Dracs qui vivent ailleurs que sur l'île? Oui. Connus Alors, pour vivre avec des nobles, employés par des nobles ou des choses comme ça? La plupart Des hommes du de main, temps, Dracs, ça existe? oui, ça va être des hommes de main, des gardes. C'est assez rare parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Genre un peu comme Alina? Pour prendre cette référence, oui. Mauvaise parole. Mais Alina, quand même, est au quotidien beaucoup plus calme et posée, alors qu'un drac, si tu l'insultes, il va te foncer dessus, pour te déchirer à main nue, et pas toujours ce qui est attendu d'un garde. Ouais. Donc, Alina, si tu l'insultes, elle te met juste une mandale, mais c'est tout. Et du coup, nous, on en connaît des actifs. non, Maxime personnel, tu connais pas. Alors, en plus, vous connaissez les dracs, mais les dracs noirs sont très rares. Ouais. Parce qu'ils sont considérés comme Méchant. une élite. Ouais, une élite en méchant c'est aussi. plus violent surtout. Donc, plus violent. Plus violent. Et Est-ce que parmi les nobles, et parmi les histoires, hein, moi qui suis de mes antécédents proches de la loi, etc. Est-ce que j'ai déjà entendu parler d'un politicien ou d'un homme noble qui aurait des acquaintances avec les Dracs, qui aurait l'habitude de les défendre peut-être de façon un peu bizarre, en tout cas pas logique? ok. Fais-moi un test de... Non. Tu sais que de manière générale, aucun noble Ouais, ne il y en a défend qui les croient dracs. partie. Donc, Aucun. c'est hyper mal vu. Et c'est hyper mal. C'est comme des animaux pour eux, en fait. Ouais. Et donc, ils ne viendraient même pas à l'idée de penser qu'on peut défendre une quelconque humanité dans un drac, puisque ce n'est pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Et la plupart de la population, enfin, on sait même pas, finalement, pourquoi le roi ou le cardinal autorise à ce qu'il y ait tant de dracs sur cette île. Et parce que ça a vraiment aucun sens. Les dracs dans la campagne sont pourchassés, peuvent être pourchassés s'ils sont seuls. Alors c'est pour ça qu'ils sont toujours en clan, en groupe. Ouais. Donc non, toi, des nobles qui pourraient quelque part prôner, alors personne ne le ferait de manière publique, ça c'est sûr. Ça serait un peu comme dire que les chevaux doivent être des créatures libres, par exemple, ou les wyvernes. Les dracs sont une certaine forme d'intelligence. Ils sont intelligents, ce sont des créatures dotées d'intelligence, mais extrêmement primitifs et extrêmement bruts. Ils n'ont pas d'âme, de toute façon. A priori, non. Ils ont été, dans la légende, ils ont été créés par les dragons pour être leur force armée. Mais ce sont des pures créations alchimiques, magiques, alors que les humains, eux, des créatures divines.
Voilà, pendant que l'après-midi se passe et que la nuit est en train de tomber sur la capitale, vous vous retrouvez, après avoir fait les tours des portes, un peu redouille, dépourvu, une trace de ce drac, a priori. Eh ben, j'ai pas d'idée. Oui. Je peux dépenser un jeton pour essayer d'avancer. Bien J'aime sûr, pas faire ça. Mais donner un... tiens, je te le jette ça. Ouais, tu marches et tu réfléchis. Tu connais peut-être, toi, un peu les dracs, un peu plus. Pas, parce que même, ça reste quand même une espèce inférieure, ça c'est Une sûr. sous-espèce, je pense qu'on peut dire. Une Oui. sous-espèce, on va le dire comme ça. Et je dis que, bon, aller à Notre-Dame-des-Écailles, ça pourrait être une solution. Tu aurais des informations certainement sur un drac noir qui monte un équidé. C'est fort possible. Et tu te dis aussi, il y a peut-être d'autres moyens de quitter la ville, si vous pensez qu'il quitte la ville, c'est par bateau. Il y a beaucoup de bateaux qui vont et viennent. Et en fait, si tu veux quitter la ville discrètement, le meilleur moyen, c'est le bateau. Parce que les portes, tu vas être fouillé. Alors que sur le bateau, les fouilles vont être plutôt sporadiques, par échantillon. Bien sûr, il y a la milice qui va regarder sur les pontons, mais vous connaissez, vous avez vu le nombre de bateaux qui sont sur la Seine. Mais en fait, finalement, si tu es planqué dans un bateau, tu as quand même peu de chance. Et d'ailleurs, la contrebande passe essentiellement par bateau. Hein. Et c'est ce que vous a dit d'ailleurs Théo Bois de Pied, puisque c'est des marins, et lui, il vous a pas dit, mais il a remonté la Seine avec sa cargaison. C'est le meilleur endroit. Par contre, il faut trouver, trouver les bateaux. Et vous étiez à la base sur la piste de quelqu'un. Il était sur la de Norbert d'Amézin, hein, le tanneur. Exactement. Et... Oui. Alors que j'ai considéré peut-être hâtivement comme mort dans l'explosion, puisqu'il y avait cet homme aux vêtements de marche. Et au tout début de votre mission, vous aviez rencontré sa femme. C'est sa femme qui vous a dit qu'il était parti. Tout à fait. On n'est pas allé revoir sa femme, oui. Effectivement. Après, si c'est pour lui dire qu'il est mort. Non, mais on peut-être aller fouiller les affaires et fouiller chez lui un petit peu, savoir si... On peut lui dire qu'on a peur pour sa vie. Il faut qu'on lui parle. Hein. Ah oui, ça, on a peur. Je fais part de toutes ces réflexions-là. Est-ce sur les bateaux qui vont sur la Seine là, est-ce qu'il y a un équidon ou un cheval pourrait monter? Alors, oui. Mais du coup, tu vas aller sélectionner moins de bateaux. Parce que ça ne sera pas une petite embarcation, il faut pouvoir faire remonter un cheval. Ça se fait beaucoup, hein, parce que vu le prix des chevaux et l'attachement que les cavaliers ont avec leurs chevaux, tu les vends rarement pour en trouver un autre. Donc oui, bien entendu, on transporte les chevaux. Donc ça va limiter effectivement tes recherches à des bateaux qui sont capables de le faire. À transporter du bétail ou des chevaux. Je vois 3 pistes en fait. Il y a essayer de trouver des pontons, voir s'il y a des bateaux où à proximité on aurait vu en fait un équidon avec un drac dessus embarqué. La deuxième piste c'est le gars là, Norbert d'Amazon. Sa famille, ça.
Et moi, je pense que ce serait bien de surveiller ce qui se passe quand même, au moins aux abords de Notre-Dame des Écailles. On avait entendu dire qu'il y avait des rixes aux abords de Notre-Dame des Écailles, peut-être dû à au trafic de jusquiame doré. Je pense, même si c'est pas pour rentrer tête baissée dedans, au moins surveiller ce qui se passe au niveau des ponts, quoi. Qui rentre, qui sort. Donc, je vois 3 pistes. Je sais pas par laquelle commencer. Alors, à mon avis, celle de Norbert Damaisin, moi j'avais écarté le sujet considérant que c'était sans doute l'homme qui était mort. Maintenant, si on veut la boucler, on peut très bien aller vérifier chez lui s'il y a quelque chose, si sa femme sait quelque chose, s'il est rentré, si jamais c'était pas lui qui était dans la cave, pour creuser cette piste-là. Mais c'est un consommateur de jusquiame. Alors après, est-ce qu'il saura des choses de plus et quelles étaient ses relations avec Pied-de-Bois? Ça, je sais pas, mais ça sera sans doute la piste la plus rapide à élucider parce que poireauter aux accès de l'île des Dracs, on y va un petit peu au petit bonheur la chance et faire le tour des pontons pour voir s'il y a un drac sur un équidonque à embarquer. Disons qu'on est un peu dans le même concept que pour voir s'il est sorti par une porte, mais ça va nous prendre un petit peu de temps, quoi. Commence par Damaisin. Et on sait qu'a priori, il était consommateur, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais il est peut-être aussi revendeur. Bon, bah. Donc, il était consommateur et il était atteint de la rance. Je sais pas exactement ce que c'est, la rance. C'est une maladie. Il a un peu trop les dracs, peut-être. Pourquoi c'est une maladie qui est liée avec les dracs? Qui est liée aux dracs? Je sais pas du tout. Je sais pas jusqu'où je sais, en fait. Si, vous connaissez tous la rance, parce que c'est une maladie qui est connue, qui commence... elle s'exprime de manière différente en fonction de qui l'a. Elle peut s'attraper au contact, effectivement, des dracs, et d'autres facteurs. Et c'est une maladie qui va commencer par faire des taches sur le corps et qui va finir en plus ou moins de temps par la mort de la personne. Et en tout cas, c'est extrêmement douloureux. Il y a des crises, en fait, des espèces de crises un peu du paludisme, hein. On perd toute énergie, des crises de rance. Une maladie mortelle. Une fois qu'on l'a, elle est incurable. Et elle va tuer le porteur. Alors, c'est contagieux. On n'aime pas trop toucher les personnes atteintes de rance. Mais a priori, ça ne se transfère pas entre humains. Comme ça, directement. Donc ça sous-entend qu'en fait, ce mec-là traitait avec des dracs en direct. Alors, il les a forcément vus un moment pour l'attraper. Ah, mais... Ok. Ou alors, la rance, c'est une maladie incurable et qui est liée... une espèce de maladie liée au dragon, en fait. Les médecins ne savent pas ce que c'est. Exactement. Il y a quand même au moins au titre de rumeur, le fait que ça s'attrape en croyant des dracs. C'est ça, c'est lié au dragon et heureusement qu'on connaît pas de drac, nous. Et non. Sinon. Pas de drac. Non. Bon, on va aller voir sa bergère, là. Enfin, son épouse. Oui, bien sûr, vous allez voir son... Vous allez, alors que la nuit est en train de tomber, vous retournez au quartier des tanneurs, cette forte odeur d'urine utilisée pour tanner et assouplir les peaux. Et elle est en train de ranger quelques peaux qui a été tannées pendant cette journée. Elle est seule. Elle vous voit arriver et vous reconnaît. Alors, vous avez trouvé Norbert? Peut-être, mais pas sûr. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment il était habillé aujourd'hui? S'il vous plaît. Oui, elle va te donner ses vêtements. C'est exactement les vêtements qu'il y avait sur le corps de l'homme. On a un souci. Je crois qu'il a eu un accident.
Chez pied de bois. Petit pied de bois. Comment il s'appelle? Je sais plus. Pied de bois. Mais, Il y a eu une explosion par là-bas et il semble avoir vu le guet il est- sortir un homme inconscient. J'aurais pas les moyens de payer un médecin. Je vais être ruiné s'il faut que je paye un médecin. Ah, mais Vous n'avez pas à payer un médecin, arrête de tourner autour du pot, il est mort, il est mort. S'il est mort, il n'y aura pas besoin, effectivement, oui. Comme dit. Pas besoin de payer un médecin, rassurez-vous. Alors, si elle te regarde, elle regarde Gilles, elle regarde Antonin, se demandant ce qui est en train d'être Je suis fait. désolé. Mais... J'ai un Toi, visage tu de ris. compassion. Alors bon, elle va venir sur toi, Gilles, sur ton visage de compassion, parce qu'il y en a un qui rit, l'autre qui est à nous pourfendre le cœur. J'ai un visage de compassion. Quand ça s'approche de moi, ensuite, je regarde les autres avec plutôt un autre regard. Oui, pardon. Et au moins, je n'aurais pas payé le médecin. Et Certes. le corps, le corps, faut. J'espère que celui qui a causé l'accident paiera l'enterrement, hein, parce que moi, j'aurais pas les moyens de payer l'enterrement. Alors, justement, on recherche a priori la personne qui a causé l'explosion. Peut-être C'est- pouvez-vous nous aider. L'explosion. Mais vous parlez de l'explosion qui a eu lieu près des pontons là-bas. Oui. Mais Tout à il est fait. mort là-bas. Il est passé à Ouais. côté au mauvais moment. Il y a une auberge à côté. À côté de. Ah non, dans ce Là, quartier-là, non loin, des là. tanneurs. Non, pas juste là, parce qu'on est vraiment dans un quartier qui pue. Il n'y a Donc, pas un petit boui-boui, un resto et un truc. oh oui, ça, tu trouveras une petite taverne sans problème. Bon, je lui dis laissez-moi vous offrir à manger ou à boire. Je pense que vous avez besoin de réconfort. Et en même temps, je regarde les autres et je leur fais un signe de tête vers la maison. Oui. Oui, vas-y. Nous, on n'est pas très délicats. On va attendre ici. Du coup, je la guide avec mon bras gauche. Ouais, elle va venir enfin, parce que de toute façon, elle est remuée. Alors, triste, je sais pas, mais remuée, c'est sûr. Et qui va payer le loyer? C'est ça le problème. Et maintenant, écoutez, j'ai quelques expériences dans la gestion. Je peux éventuellement vous guider. Ouais, je pense que la meilleure façon de vous retourner, c'est de vite retrouver un mari. Je vais devoir faire mon temps de veuvage, et vous avez raison. Et qui va Oui, vouloir bien sûr. Alors, ouais, je vais... Effectivement, faut pas que je baisse les bras. Mais moi, je lui avais dit à Norbert, depuis hier, quand l'homme en noir est venu, je lui avais dit que ça sentait mauvais, cette histoire. Je m'arrête au milieu de la rue, du coup, on n'est pas encore. L'homme en noir. Et elle continue jusqu'à l'auberge, jusqu'à la taverne. Voyons que tu es intéressé. Oh, ouais, je la rattrape. L'homme en noir. Oui, je vais vous en parler un peu plus devant un bon repas. Et Allons-y. comme ça, j'aurai au moins mangé ce soir. Allons-y. Et tu peux aller installer à la taverne, alors que les deux autres, Antonin Et la maison, nous, Nina- au cas où. Oui, la maison, alors, à part des Non, pots oui. d'urine, des quelques pots, un vieux sommier un peu à même le sol, vous voyez qu'ils sont très pauvres. Hein. On est dans une pauvreté. Non, mais on cherche hein. dans les affaires personnelles de Norbert. S'il y avait une cache, quelque chose, Alors, des vous allez courriers, trouver une... Alors, des trace de courriers non, circulation. parce que il ne sait certainement ni lire ni écrire. En tout cas, vous allez trouver une cache où vous allez voir des petits flacons usés, et ça devait être de la jusquiame dorée en petits flacons. Et il n'y a pas plus d'argent, hein. C'est-à-dire que Norbert a mis tout son argent dans ces quelques flacons de jusquiame dorée. C'est un consommateur. Il faut goûter pour voir si c'est de l'urine ou de la jusquiame. Alina est plus il n'y a experte plus que rien, moi. il n'y a plus rien dans ces flacons, je tiens à préciser. Ne tente pas. Pendant ce temps, dans la Sorry. taverne, nous retrouvons Gilles en tête-à-tête avec cette femme usée par son travail. Qui a dû être une belle jeune femme, mais son odeur corporelle se mélange à l'odeur de son métier, et Ouais. ses doigts sont usés, abîmés. Son visage est ravagé par l'utilisation de ces produits pour tanner. Et ses dents, la moitié ont disparu. Hein. Son rire est plutôt édenté. Oui, je vous disais, hier soir, un homme est venu pour discuter avec Norbert et
Et Norbert est parti pour discuter quelques minutes avec lui. Et quand il revenait, il avait un grand sourire. Moi, j'ai bien vu qu'il tramait quelque chose. Je lui demandais ce qu'il en était. Et Ouais, et Norbert, c'était la première fois qu'il voyait ce mort. je crois, mais il m'a dit qu'il avait rencontré. C'était. Il m'a parlé. Il m'a parlé d'un certain Virgile. Virgile. Oui, Virgile, c'est un passeur. Un passeur, vous voyez, un passeur. Donc tu sais ce que c'est un passeur, hein, c'est ceux qui passent Ouais, bien sûr. du matériel de Sur les contrebande. quais Oui, il est sur les quais. Et c'est lui qui les a mis en relation, hein, j'en suis sûr. Et quand il est parti ce matin, et à son âme, comment je vais faire pour m'en sortir, surtout, comment je vais faire pour m'en sortir. Il avait un grand sourire, comme s'il allait gagner en une journée tout ce qu'il a pu gagner toute sa vie. Mais ce qu'il a gagné au final, c'est sa propre mort. Et moi, comment je vais faire? Et elle va s'enfoncer dans un monologue où elle va parler de sa triste vie et de comment elle peut s'en sortir dans les années à venir, ou peut-être dans les mois. Il lui resterait peut-être plus de temps à vivre maintenant que son mari est mort. Elles n'ont plus d'enfants et elle a perdu tous ses enfants. Bah, voilà, elle va te faire la totale de la misère humaine, qui est certainement vrai, hein, en plus. Hein. Il n'y a aucun ajout à cette histoire. Et je vais pas faire semblant de l'écouter. Je vais pas faire semblant de l'écouter. Et puis quand on en aura fini, ou quand on sera à radoter, je vais essayer de couper court et de lui dire qu'il se fait tard et qu'il Elle est pragmatique passe, comme toi, et puis elle va se lever et elle va quitter la pièce pour aller finir parce que j'ai de sur ranger moi en monnaie, en argent, mais quelques pièces de monnaie, bien sûr. Je lui donne tout. Tu lui donnes tout. Alors, Sur moi. ce que toi tu lui donnes, c'est richesse, hein, pour elle. Et elle te remercie, elle remercie le Seigneur de ta venue. Tu sais ça lui permettra de voir venir quelques semaines, voire quelques mois, hein, ce que tu lui donnes. Oui, c'est pour elle, c'est beaucoup d'argent. Pour toi, c'est un peu d'argent, mais... Et je serais peut-être mort demain, moi aussi. Donc. Tu pourrais lui conseiller de se mettre en ménage avec la prostituée que tu as aidée de la même manière la dernière fois. Monter une maison où toutes ces jeunes femmes déflorées peuvent se retrouver. Je suis pas sûr qu'elle attire beaucoup de monde, la tanneuse. Ouais, c'est Non, pas... c'est une maison close. Enfin, une maison pour qu'elles y habitent. Une maison fermée, mais Voilà. d'anciens sauvés. Ok. D'anciennes sauvées par... Ouais, ensuite je En tout me précipite vers mes collègues. Voilà, vous allez vous rejoindre, puisque vous fini l'investigation. Et quand je parle de maison, soyons clairs, hein, c'est une pièce. Hein. C'est pas... C'est vrai, dedans. Et vous allez vous rejoindre dans la nuit. Dans la rue, la nuit est tombée. Les volets se ferment, les volets de la cité se ferment. Quelques riches marchands ont encore des bougies, les autres n'ont pas de quoi s'éclairer. Et la nuit tombe sur les Parisiennes. Je leur dis rapidement que j'ai une piste, un dénommé Virgile sur les quais, un passeur qu'il faut rapidement trouver pour l'interroger. Et là, pour le coup, vous pourrez l'interroger à votre manière, si vous le souhaitez. Pas forcément, si on le secoue trop tout de suite, je suis pas sûr qu'on aura les éléments. Mais pendant ce temps-là, nous, on n'a rien trouvé, à part confirmation qu'il avait bien consommé un petit peu de jusqu'à... J'espère que tu as bien mangé. Non, j'ai fait semblant de manger. Hein. Je mange pas dans ce type de rade. J'ai pas envie d'attraper des maladies. Ok. Allons sur les quais. Interroger pour trouver Virgile. Ouais, vous allez sur les quais. Alors la nuit est tombée, il y a encore quelques bateliers qui sont sur un bateau.
Et alors que vous interrogez, un homme va se tourner vers la Seine et vous allez voir un bateau arriver, une lanterne illuminant l'avant, la proue, et il y a une lanterne et vous voyez que c'est un bateau qui s'appelle Virgile, pour ceux qui savent lire. Il y a une plaque qui indique le Virgile et le batelier lui dit justement, Virgile revient d'un court voyage. Le bateau va doucement s'approcher du ponton. Vous allez pouvoir marcher jusqu'au ponton vers lequel il va s'amarrer. Il y a une petite brume qui se lève puisque la nuit est tombée. La chaleur de la ville fait sortir ces petites brumes parfois nauséabondes. En tout cas, la Seine est entourée légèrement de brume et le bateau va venir accoster. Vous voyez que c'est pas un énorme bateau, mais certainement suffisamment grand pour avoir 1 ou 2 chevals dessus, à l'extérieur, parce que c'est pas si gros pour qu'il y ait une cale. Et vous voyez le batelier qui lance, le marin qui lance un amarre qui va au sol. Vous êtes encore un peu loin, c'est pas juste devant eux, mais devant lui, mais vous pouvez vous avancer. On va s'avancer. On va voir s'il y a un équidon à bord. Alors, il n'y a pas d'équidon. De loin, vous voyez, c'est un bateau qui peut en avoir, mais il n'y en a pas. Et l'homme va se retourner alors que vous êtes à quelques mètres, le ponton crissant ou pliant sous vos... Ouais, il voit 3 hommes, enfin 3 personnes, une femme un peu étonnée. Il y a quand même une lanterne, il a une lanterne qui éclaire un peu la Seine. Et remonte à bord, peut-être par prudence, voyant 3 personnes venir, remonte sur son bateau légèrement en contre-haut par rapport au ponton. Il doit mettre la main sur une gaffe, peut-être, qui est là. Vous vous mettez à sa place. Il est tout seul sur son bateau, il voit 3 personnes sortir du fog et s'approcher de son bateau. Ne te fais pas de soucis, nous ne te voulons aucun mal. Veux-tu un coup de main? Alors, il te voit, t'es un noble, avec un chapeau, là. Il fronce ses sourcils. Il fronce ses sourcils d'un doute peut-être légitime. Je disais Antonin assez bas, je dis propose-lui quelque argent. Je fais rien sur moi. Peut-être pourrais-tu nous renseigner? Ah, bien sûr. Et je sors quelques piécettes. J'ai peur de les lancer, je voudrais pas qu'elles tombent à l'eau. Non, mais ses yeux s'illuminent un peu, voyant les piécettes. Ouais, non, mais vous voulez savoir quoi? Nous cherchons un homme que tu connais peut-être, ou vers qui tu pourrais peut-être nous orienter. Un homme en noir. Oui. L'attendez écrit assis. Un homme en noir. Je connais beaucoup. Les hommes en noir. Je connais le si longtemps que ça, Tanner est venu te voir pour le rencontrer. Tanner? Norbert. Non. Vous parlez d'un homme en noir, Norbert? Il commence à être un peu étonné, Norbert. Mais vous parlez de... Et là, il se tourne et il commence à courir sur le bateau, prenant une corde pour s'élancer vers le bateau à côté de lui. Je vais courir à sa suite. Je m'élance aussi. Tu restes sur le quai, mais je reste en parallèle sur le quai. Tu cours sur le quai. Et alors qu'il s'élance dans les airs, la suite, la prochaine